Marseille, le 30 avril 2020. Hervé Castanet lit, en version audio et seulement audio, l'un de ses textes. Homme, femme, contingence et effet de poésie. Un homme rencontre une femme. Cette femme-ci rencontre cet homme-là. La cure analytique recueille, séance après séance, ces mots, vifs, lents, stéréotypés ou inventifs selon les jours, où cette rencontre devient témoignage, question, insupportable parfois. L'évidence nous rend aveugles. Posons une question. Qu'est-ce qui rend possible, concret, effectif, cette rencontre? Une première balise. En quoi et comment la contingence y est impliquée? Une seconde, que nous livre la poésie dans ses effets sur cette rencontre. Dans les deux cas se dépliera ceci. Quel réel y est engagé? Quelles conséquences cliniques en tirer? Contingence et rapport sexuel. Notre doxa psychanalytique est connue et une phrase la résume. Il n'y a pas de rapport sexuel comme le martèle Jacques Lacan. La contingence s'en trouverait immédiatement récusée. À quoi bon parler du « il y a » de la contingence puisqu'il n'y a pas et qu'il est déterminant pour la structure? À quoi bon poser le rapport sexuel comme contingent puisque Freud, comme dit Lacan, nous met sur la voie de ce que l'absent désigne le sexe? À quoi bon insister sur la rencontre puisque c'est le « ce n'est pas ça » qui est le vagissement de l'appel au réel, pour reprendre une formule connue de Jacques Lacan dans L'Étourdi. La référence du dernier enseignement de Lacan rend compte en logique de la thèse NIA, N-Y-A. Ceci suppose de rapport en général, il n'y en a qu'énoncé et que le réel ne s'en assure qu'à se confirmer de la limite qui se démontre des suites logiques de l'énoncé. C'est du Lacan dans le texte. Ce qui s'obtient par la démonstration est l'impossible à écrire, s'énonçant précisément « il n'y a pas de rapport sexuel ». Cet impossible n'a de consistance que logique. Lacan lui donnera son statut. Il est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Les dits des ITS, qui sont toujours des dits de castration, sont conçus dans les années 1960 comme impuissants à tout significantiser du réel sexuel. Dans les années 1970, ils cernent le dire, D-I-R-E, comme impossible, et le sexuel comme rapport ne peut être écrit. C'est en quelque sorte un réel interne à la logique. La fin du tout dernier enseignement de Lacan, isolé par Jacques-Alain Miller dans son cours L'orientation lacanienne, tenu à l'Université Paris 8, n'annule pas ses acquis, mais il est autre. Il n'y a pas de rapport sexuel n'implique pas qu'il n'y ait pas de rapport au sexe, rappelle Lacan. Au contraire, c'est le « il n'y a pas » qui conditionne le rapport au sexe et fonde deux modes distincts de se sexualiser selon que le sujet se place sous le signifiant homme ou bien sous le signifiant femme. Notre habitude clinique est de déplier dans chaque cas ce qui supplée à l'inexistence du rapport sexuel. L'amour, oui, l'amour, est l'une de ces suppléances. Le « il n'y a pas » retrouve alors ses pleines prérogatives. Mais quid du rapport sexuel entendu comme rapport au sexe? Qu'en est-il pour les hommes, affligés du signifiant phallique qui les place du côté de l'universel du tout homme? Qu'en est-il pour les femmes qui, d'être pas toutes prises dans ce semblant, font objection à l'universel? Quelle rencontre
contingente donc entre un homme, référencé au tout homme, et une femme singulière, pas toute femme. Dans son cours de l'année 2008, Jacques-Alain Miller insiste sur le réel qui tient à la contingence. Citons-le, rien ne cesse de s'écrire entre les sexes. Autrement dit, le réel est tout à la fois celui du non-rapport, c'est le réel qui se démontre comme impossible, et celui de la rencontre dans la relation amoureuse, c'est le réel de la modalité de la rencontre. Le réel comme impossible est le réel de la logique. Le réel de la contingence désigne, lui, celui en propre de la psychanalyse. Choisir de nommer les formes de la rencontre contingente entre les sexes, aux fins de tirer des conséquences cliniques de ce réel, voilà une orientation. En affirmant la contingence, nous faisons surgir l'acide, le mot est de Miller, qui détruit toutes les catégories établies, tous les comptages, tous les idéaux scientifiques qui, eux, énoncent le nécessaire, le possible et l'impossible. Ainsi, cet analysant qui, après de très nombreuses années de cure consacrées à décrire comment il fut tout pris dans l'amour de sa mère, découvre au hasard d'un rêve de violence jalouse la condition de son lien aux femmes de sa vie. Pour jouir d'une femme, il lui faut se supposer voleur. Mais que vole-t-il? Et à qui le vole-t-il? Une logique assène ces affirmations qui font le lit de son fantasme. Le père à toutes les femmes. Les femmes, à ce titre, font un ensemble fermé. Elles sont la propriété du père qui, seul, peut en jouir. Ce n'est pas sa mère qui lui est interdite, c'est la femme du père, et c'est elle qui lui vole à chaque rencontre des corps dans sa vie amoureuse avec telle ou telle femme. Le mythe de totem et tabou, repris par Freud, est le monde de cette analyse. Son appel à la jouissance pure est tout aussi bien appel à la non-castration. L'interprétation de l'analyste, vous croyez au père, pour l'aimer, le combattre et jouir, sera cet acide qui introduit de la contingence là où un savoir mort faisait régner le nécessaire d'un vol conditionnant sa jouissance répétitive. Appliquons cette thèse à notre doxa. En quoi et comment le réel de la contingence nous oblige-t-il à repenser notre savoir psychanalytique? En quoi et comment cette contingence est-elle portée par l'acte de l'analyste? Et si elle n'est pas portée par cet acte, c'est une contingence de seule rhétorique, n'ayant d'existence que sur le papier. En quoi et comment est-elle interne à la cure? Poser ainsi la question est politique, non point simplement parce que cette position interroge comment les sexes, par la contingence, se rencontrent ou pas à notre époque, et parce que s'y trouve affirmé que la psychanalyse pose autrement la question. Notre monde, avec ses discours aux artifices ouatés qui plaisent tant aux maîtres, se voudrait sans réel. En affirmant avec la psychanalyse le réel de la contingence, et il n'y a pas d'autre réel que la rencontre contingente entre les sexes, nous sortons du fatalisme du symbolique et des idéaux normatifs. Nous sortons tout aussi bien de l'imaginaire idyllique où le rapport sexuel se fait avec le corps, sans la tête, autrement dit, sans le soutien du fantasme. Une conséquence, l'invention et la réinvention. Mais ces dernières, invention et réinvention, ne font pas ami-ami avec le réel. Elles le rencontrent, en souffrent, consentent ou pas à en tirer des conséquences. Et l'une d'elles est justement que la vie n'est pas un songe. Ce réel de la contingence, appelons-le pour l'occasion effet de poésie, et lisons justement les poèmes. Christian Prigent, la poésie comme saint homme. En quoi la poésie intéresse-t-elle la psychanalyse? Serait-ce au nom de la psychanalyse appliquée, chère au discours universitaire,
c'est-à-dire de ce frotti-frotta littéraire dont se dénote le psychanalyste en mal d'invention? Nullement. Lacan ne voit en elle que pédantisme, goujaterie ou bien sottise. Par contre, la thèse de Lacan, tout au long de son enseignement, est que la poésie intéresse la psychanalyse au titre de la cure elle-même. Un rappel, déjà dans son séminaire 3 consacré aux psychoses, la poésie est déplacée des purs jeux formels, où s'épuise la poétique, vers les nouveaux effets subjectifs produits. Elle est, dit Lacan, création d'un sujet assumant un nouvel ordre de relations symboliques au monde. Par le signifiant, elle introduit le sujet, qui en fait l'expérience, à un autre monde que le nôtre, le quotidien, le banal. C'est pourquoi Jean de la Croix, Proust ou Nerval sont poètes, et pas Schreiber, le président Schreiber, pourtant assurément écrivain. Le poète est un visionnaire. Mais c'est à la fin de son enseignement que la poésie devient chez Lacan une référence déterminante pour la cure et sa terminaison. Dans le moment de conclure, en 1977, il remarque que dire est autre chose que parler. L'analysant parle, il fait de la poésie. Il fait de la poésie quand il y arrive. C'est peu fréquent. L'enseignement lacanien de ces années-là ne limite pas la poésie à la seule position de l'analysant. L'analyste lui-même y est tenu, notamment dans l'interprétation. Écoutons Lacan. À l'aide de ce qu'on appelle l'écriture poétique, vous pouvez avoir la dimension de ce que pourrait être l'interprétation analytique. Autrement dit, la coupure, la cassure qui font interprétation participent de l'écriture. C'est pour ça que je dis, c'est Lacan qui parle, que ni dans ce que dit l'analysant, ni dans ce que dit l'analyste, il y a autre chose qu'écriture. Lacan ira jusqu'à poser que la pratique analytique, c'est aussi bien de la poésie. Cette définition extensive de la poésie va de pair avec un changement de concept, non plus le signifiant et la multitude de ses effets, mais l'écriture avec le réel qu'est le chiffre. Quand l'analysant parvient-il à la poésie? Quand l'analyste produit-il un effet de poésie? Quand la psychanalyse devient-elle poésie, soit écriture? Répondre à ces questions, c'est introduire un nouveau concept, la lettre, le littoral, qui n'est ni le signifiant ni l'objet, et en tirer quelques conséquences. Dans Littérateur, en 1971, Lacan décrit ce moment où la lettre se construit. Est-il possible du littoral de constituer tel discours qui se caractérise de ne pas s'émettre du semblant? Là est la question qui ne se propose que de la littérature dite d'avant-garde, laquelle est elle-même faite de littoral, et donc ne se soutient pas du semblant, mais pour autant ne prouve rien que la cassure, que seul un discours peut produire avec effet de production. Ces phrases de Lacan doivent attirer de façon vive notre attention. C'est lorsque les semblants ordonnés par les jeux signifiants se cassent, se brisent, se démantibulent, que la lettre comme littoral émerge. Cet effet dans la littérature crée donc la poésie d'avant-garde, cet effet dans la cure crée un analysant d'avant-garde, soit un analysant qui littératérise et un analyste qui, comme le poète, réalise ce tour de force, comme dit Lacan, de faire qu'un sens soit absent. À cet enjeu, un poète d'aujourd'hui apporte sa contribution. La poésie est symptôme, nous dit Christian Prigent, né en 1945. Pourquoi? Parce que le savoir de la langue, écrit-il, qui nous fait hommes, nous délivre du monde en prétendant nous le livrer. La poésie est le lieu névralgique d'exposition et de traitement de cette contradiction qui structure le parlant.
Cet affrontement avec les contradictions de la langue a des effets de sujet. Par la langue, ils seront consignés. L'écriture donc est une trace où se lie un effet de langage, comme le rappelle Lacan. Voilà ce à quoi Prigent se soumet. Apposer l'âme, c'est le corps qui surgit, est le nous. Le vide a justement ce qui fait l'âme et tout à la fois ce qui fait la poésie. On peut lire. Et un trou d'âme meulé dans la masse du corps, pas de quoi meugler encore, sinon que ça sent la douceur d'être, fort à force d'être quasi mort. On trouve ces phrases dans le livre L'âme, publié chez POL en 2000 par Christian Prigent. L'effet advient. Les chairs pourrissent et l'âme s'isole comme trou, grand trou flou partout, dégoût, dégoût. Si l'âme est bien ce qui fait que ça fonctionne, c'est du Lacan, alors se saisit en quoi et comment à se réduire à un trou actif, elle ne laisse pas tranquille le poète. Elle interroge ce qu'on pense à propos du corps. Mais quel est ce savoir réduit ainsi à une proposition? Que l'âme est un des noms de la cause et qu'à s'immiscer au creux des chairs qu'elle fait corps, le rapport sexuel est désormais impossible. Le corps se décompose et tout à la fois est désirant. L'âme, dit Lacan, est l'identité supposée du corps. La poésie de Prigent démontre en quoi cette identité n'est que désespérément supposée. Elle enseigne comme ascèse. L'âme est le nom de ce saint homme qui fait que la poésie, prise à la lettre, a encore de beaux jours. Lacan ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme. Le propre de la poésie quand elle rate, c'est justement d'avoir qu'une signification, d'être pur nœud d'un mot avec un autre mot. La signification, elle, vide, vient à la place du sens plein. Posons cette transformation comme un nom nouveau du saint homme, pas sans avenir, et pour la poésie et pour la psychanalyse. Florence Delay et Jacques Roubaud, Graal Théâtre. Des livres, ô combien ils sont nombreux, sont publiés. Ils sont commentés, ô combien la glose se répand toujours extensive, parfois critiquée à la mode universitaire, ligne à ligne. Certains de ces livres sont bons, d'autres moins. Pour certains, il y a hésitation, il faut relire, évaluer, se décider enfin. Bref, le petit monde des auteurs et des critiques suit ces airs d'aisance. Il faut, dit-on, se méfier des termes trop élogieux. Comment dire alors qu'un livre est exceptionnel ou unique? Une petite voix toujours ajoute « oui, certes, exceptionnel, oui, certes, unique, mais ». Et ce « mais » fait basculer l'affirmation dans une relativité qui sied, croit-on, à l'esprit critique. Donc, d'autres mots, un autre style pour parler de Graal Théâtre, de Florence Delay et Jacques Roubaud, paru chez Gallimard en 2005. Une affirmation sans reste à propos de ce livre. Attention, chef-d'œuvre. Voilà qui est dit. Surtout ne pas tergiverser, ne pas relativiser. De quoi s'agit-il? Écoutons les auteurs. Trésor épique et féerique, source d'un merveilleux qui enchanta l'Europe entière pendant des siècles, le cycle du Graal est d'une richesse peu explorée par les écrivains contemporains. Nous avons tiré une suite dramatique en 10 branches ou pièces. Comment prouver le chef-d'œuvre? À vouloir le prouver, c'est déjà ne plus tout à fait y croire. Posons ceci. Il y a chef-d'œuvre. Lorsqu'à le prendre au hasard par l'un de ses bouts, c'est précisément ce qui ne pouvait être attendu, entendu, qui surgit. Il y a chef-d'œuvre, non point parce que le texte est parfait, réussi, tout à fait comme il faut. Il y a, l'histoire littéraire le démontre, des chefs-d'œuvre en suspens, qui ne savent pas comment se terminer, avancer, se clore. Un chef-d'œuvre est ouvert, incomplet, perdu d'une certaine façon. Toujours s'y découvre ceci.
Vous lisez ce que vous n'avez jamais lu, et même vous lisez ce que vous ne soupçonniez pas que l'on puisse l'écrire et que vous auriez ensuite à le lire. Vous lisez comme vous le pouvez et faites cette expérience. Cela, je ne l'ai jamais lu. Cela que je lis, je ne peux le lire ailleurs. Vous trouvez dans un chef-d'œuvre ce que vous ne cherchiez pas et qu'alors, parce que vous l'avez enfin trouvé, vous savez que vous ne pouviez que l'attendre. Cette attente, vous l'ignoriez. À lire le chef-d'œuvre, vous la découvrez. Elle s'impose à vous. Au fond, vous lisez un chef-d'œuvre, la peur au ventre, l'angoisse pas bien lointaine. Faisons l'expérience avec Graal Théâtre. Prenons la première page. Citons. Golgotha, Jésus. J'ai soif. Jésus. J'ai soif. Il y avait un vase plein de vinaigre. Un soldat en remplit. Une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, il l'approche de la bouche de Jésus. Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il pousse un grand cri et rend l'esprit. La scène est connue, elle fonde notre histoire de croyants. On lit les mots, les phrases, on les reconnaît. Le stéréotype n'est pas loin. Mais voilà, un mot achoppe, vous l'ignorez. Vous savez, vous voyez même la branche d'un arbre. Mais le mot inconnu est hysope, sans majuscule. Le texte n'est plus le même, vous avez achoppé. Vous ne savez, donc vous ne voyez pas ce qu'est un ou une hysope. Vous n'êtes plus à l'école. Alors vous continuez la lecture sans le surmoi de l'enfance qui exigeait la maîtrise du sens de chaque mot et obligeait à aller voir le dictionnaire. Marie parle. Las, chétive. Or, je ne veux plus jamais vivre. Mon très doux enfant, tu es mort. Las, que ce m'est très grand tort. Las, tu étais toute ma joie. L'expérience se reproduit. Avant la fin de la première page, le Christ est mort, le Père l'a abandonné et sa mère Marie le pleure. Elle le pleure avec ces mots que vous n'avez jamais entendus. Elle dit « mon très doux ». Elle dit « j'avais tout mon confort en toi ». Mais surtout, elle qui parle si simplement à son enfant mort, elle dit « or », O-R-E, chétive, or, O-R-E. Et vous ne savez pas ce qu'est un ou une or. Est-ce une traduction, parce que vous avez un peu appris le latin, de aura, et alors vous traduisez chétive, heure, chétif, moment ou instant? Est-ce autre chose? Vous avez beau traduire, la mère du Christ, Marie, parle en français des mots que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est fait. Pour vous, jamais Marie n'a parlé comme cela. Jamais vous ne l'avez entendue ainsi. Des mots comme des cratères de signification vide font exploser le sens. La surinterprétation de la scène originaire, rendant votre lecture impossible pour tout saisir. Vous continuez les 600 pages qui suivent de ces deux scribes que sont Florence Delay et Jacques Roubaud. L'expérience peut se réactiver des dizaines, pour certains des centaines de fois. Vous lisez, sortez épuisé, groggy, perdu vous-même. Pourquoi un chef-d'œuvre? Aussi pour ceci, les derniers mots qui font mise en garde. Graal Théâtre, voilà ce qu'en disent les auteurs, contient tout ce qu'il doit contenir, et nul après nous ne pourra y ajouter ou retrancher sans mentir. Voilà, un chef-d'œuvre est insécable. Il n'est pas un tout que l'on peut démembrer. Il a écrit tout ce qui devait être écrit. Graal Théâtre finit page 600. Se découvre cela. Un chef-d'œuvre n'a pas de suite, ni de prédécesseur, ni d'avant ou d'après, même si on peut toujours le resituer dans l'histoire de la littérature ou de la pensée. Il est, in fine, comme la vérité, version 1972, chez Lacan qui disait « je dis toujours la vérité ». Pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas. Une thèse, un chef-d'œuvre est identique à la vérité sur ce point précis. Ils tiennent tous les deux au réel par la contingence.